Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je suis Danielle Obono, députée de Paris, du 18e et du 19e arrondissement, nord-est parisien, et membre de la France Insoumise, de la Commission des lois constitutionnelles et de l'administration générale de l'État, et présidente du groupe d'études, du tout nouveau groupe d'études sur le racisme et les discriminations raciales et religieuses. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui cette table ronde que nous co-organisons avec le livret thématique antiracisme de la France Insoumise. Et je vais d'abord laisser la parole à Iman, qui est une de ses co-animatrices, pour vous présenter ce livret. Désolée. Merci Daniel. Je m'appelle Iman Amal et je co-anime le groupe thématique antiracisme. Je remercie Daniel et son cabinet grâce à qui ce type d'événement existe. Ce colloque s'inscrit pour nous dans la lignée des différents événements publics que le groupe thématique met en place à l'image du séminaire que nous avons fait ce week-end et que Daniel a accepté, nous a fait le plaisir de clôturer pour nous. Et donc, au-delà de n'être que des moments de diffusion de savoir, ces conférences et tables rondes sont pensées pour être des moments de réflexion collective, mêlant analyse sociologique, compréhension de l'héritage historique et objectivation statistique. Et c'est par des moments de ce type que l'on peut aboutir à la rédaction d'un programme réellement antiraciste, porté vers l'émancipation de toutes et tous. Donc, si vous souhaitez vous investir dans ce travail programmatique, n'hésitez pas à m'en faire part à la fin de cette table ronde. Et je laisse la parole à Daniel. Alors pour nous, c'est aussi un moment de formation politique. Et cette thématique qui avait été proposée par les membres du livret de notre mouvement, a depuis eu des échos dans l'actualité. On pourra, je pense, en discuter. Mais c'est plus fondamentalement pour nous le moment, l'opportunité de pouvoir aller plus loin dans l'analyse de formes d'oppression spécifiques qui ne sont pas des détails, des diversions de notre point de vue, mais qui participent de l'ordre dominant sur lequel se structure un grand nombre de nos actuelles sociétés sous différentes formes, en termes économiques, sociales, etc. Et les différentes oppressions qui sont produites participent précisément de ce contre quoi nous nous battons, c'est-à-dire l'ensemble des inégalités qui aujourd'hui sont toujours plus aiguës et qui participent d'une oppression globale qui ne concerne pas simplement les personnes dont on va parler ici, même si ce sont les premières victimes, mais qui concerne l'ensemble de la société. En tous les cas, pour nous, c'est donc dans une vision globale que nous abordons ce sujet. Et je voulais commencer par citer une phrase, un titre que j'aime bien, qui est le titre d'un ouvrage, un recueil de chercheuses et militantes féministes afro-états-uniennes, et qui s'intitule, je vais le traduire en français, « Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais quelques-unes d'entre nous sont courageuses. » Ce recueil revient donc notamment sur ce dont on va parler, des analyses politiques, matérialistes de cette génération de militantes, de chercheuses, sur l'intersection, justement, la condition particulière des femmes noires aux États-Unis d'Amérique, mais on verra que c'est aussi une réalité qui s'applique dans la société actuelle. Ce n'est pas une importation de débat des États-Unis, c'est une structure des sociétés modernes contemporaines. Et j'aime bien cette phrase parce que je trouve qu'elle résume bien ce qu'est la misogynie noire et surtout l'intersection de ces deux formes d'oppression. Je n'irai pas plus loin puisque je crois que nos intervenantes sauront encore mieux expliquer de quoi nous parlons. Et donc, je les remercie
d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, de nous faire partager leur analyse, leur savoir, leurs expériences. Et je suis sûre que vous aurez tous et toutes énormément de questions et de commentaires. Nous aurons donc l'occasion, après leurs interventions, de pouvoir échanger et elles concluront ensuite sur les points de la discussion qui m'ont semblé pertinent de mettre en valeur. Le terme de misogynie noire qui nous intéresse ce soir a été inventé par une universitaire américaine qui s'appelle Moya Bailey, et c'est un terme qui va comme ça encapsuler un enjeu d'analyse de discrimination qui est intersectionnel. L'intersectionnalité, qui est un mot que vous avez prononcé, c'est une notion qui date de la fin des années 80, qui a été théorisée par Kimberly Crenshaw, qui l'a pensée d'abord sous l'angle juridique. Elle était juriste, avocate, et pour elle, il s'agissait de penser le point aveugle des discriminations subies par les femmes noires, parce qu'en droit du travail, par exemple, on allait pouvoir identifier soit des discriminations sexistes, soit des discriminations racistes, mais ce qui concernait spécifiquement les femmes noires, ça restait un point aveugle, ça restait un angle mort. Et l'intersectionnalité, depuis, a été développée, vous l'avez dit aussi, pas seulement aux États-Unis, dans différents contextes, et en fonction aussi des héritages historiques des différents pays, tels que le passé esclavagiste aux États-Unis ou colonial et esclavagiste en France notamment. Alors je vous l'ai dit, moi je suis chercheuse en sciences de l'information et de la communication, donc je pense en des termes d'analyse médiatique et notamment en inscrivant ces questions dans ce qu'on appelle les théories de l'espace public. Alors pas l'espace public au sens la rue, le métro, etc., mais l'espace public au sens dans lequel l'a pensé un philosophe allemand, désormais très vieux, qui s'appelle Jürgen Habermas. L'espace public, ce sont les sphères où peut se développer l'opinion publique. Ce sont les sphères où les citoyens, c'est entre le peuple et le gouvernement, les espaces où les citoyens peuvent débattre de tout ce dont il est légitime de débattre dans une démocratie, dans une société, et ensuite ça va pouvoir avoir une influence sur les lois, sur le gouvernement, etc. L'espace public, c'est notamment pour Jürgen Habermas quelque chose qui est apparu dans les salons du XVIIIe siècle, mais qui s'est énormément développé avec l'apparition des médias de masse au XIXe. Je passe vite, mais tout ça pour dire qu'en gros, l'opinion publique et les débats démocratiques se forment en grande partie dans les médias, dans les discours médiatiques. Or, ces discours ne sont pas neutres, évidemment. Ce sont des constructions comme on va le voir. Ça s'articule avec d'autres théories, promis après j'arrête avec mon jargon, mais qui sont les théories de la reconnaissance. C'est-à-dire que le fait d'avoir accès, d'avoir la parole dans l'espace public, de pouvoir faire connaître, faire entendre sa voix et faire connaître son avis, de participer au débat, ça participe d'une reconnaissance sociale et donc d'un sentiment de légitimité dans la société. Or, évidemment, ce que propose Habermas, c'est très bien, mais c'est un idéatype, c'est-à-dire que dans la réalité, toutes et tous n'ont pas le même accès à cet espace public. Toutes et tous n'ont pas accès à des tribunes, à des arènes de débat pour faire entendre leur voix et leurs revendications. Ça a été pointé évidemment par la suite. Mon travail et la manière d'aborder ces questions s'articule aussi à ce qu'on appelle les théories de la représentation. Alors là, c'est plutôt du côté de ce qu'on appelle les cultural studies et la chercheure qui s'appelle notamment Stuart Hall. Le fait les représentations médiatiques, puisqu'on parle de médias dans l'espace public, la manière de représenter les individus n'est pas un reflet de la réalité, ce sont également des constructions et ça a des effets de signification sociale, d'invisibilisation ou de mauvaise représentation qui peuvent amener une marginalisation. C'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque les médias, et dans médias j'englobe les médias d'information et la fiction audiovisuelle par exemple, etc., vont de ce point de vue-là être désormais questionnés en ce qu'ils n'apportent pas ou pas assez de représentation adéquate des personnes minorisées, et en l'occurrence des femmes noires pour ce qui concerne la misogynie. Ça passe par une invisibilisation, qui est une violence symbolique, comme j'ai expliqué, puisque, alors j'ai différents chiffres, des rapports d'analyse, des représentations au cinéma, à la télévision, etc., dans les médias. Je pense que Christelle aura peut-être des choses à en dire aussi. On observe durablement, les rapports dont je parle, ils ne datent pas de 1980, ils datent de l'année dernière, ou il y a 2 ans, attestent de manière durable d'une invisibilisation ou d'une sous-représentation quantitative
des personnes minorisées et notamment des femmes noires. Et dans le même temps, il ne suffit pas qu'elles soient représentées pour que ce soit bien fait. Donc, quand on travaille sur la question des représentations dans l'espace public, on se pose aussi la question de est-ce que ces représentations sont adéquates ou pas. Et souvent, quand c'est le cas, quand dans un film français, par exemple, on va représenter une femme noire, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle soit stéréotypée, qu'elle soit porteuse de préjugés négatifs. Et il y a aussi des analystes, notamment américaines, qui ont un peu établi une grande typologie des stéréotypes spécifiques qui touchent les femmes noires, alors qu'ils vont être soit ce qu'on appelle la mamie, vous voyez, c'est mama dans le temps n'emporte le vent, donc des références extrêmement datées, d'une femme très maternante, très dans le soin. Au contraire, ça va être la femme noire en colère, ce qu'on appelle parfois la sapphire, ou alors la femme noire hypersexualisée, mais déshumanisée, animalisée, etc. Ça pose des questions sur les héritages du passé dont je parlais tout à l'heure, sur nos représentations contemporaines, que ce soit l'esclavage, la colonisation, etc. Je passe un peu vite, mais on en parlera peut-être dans la discussion. Ça pose aussi, entre autres questions, la question des normes, et notamment des normes d'apparence, de beauté, puisque quand on parle d'elles dans les médias, les femmes qui subissent la misogynie noire ont tendance à être soit réifiées, c'est-à-dire qu'elles deviennent des objets de désir, des objets de consommation pour les hommes, ou alors animalisées. Ou alors on va les comparer à des hommes, puisque quand on pense les normes esthétiques, les standards des normes de beauté qui sont érigés par la société sont basés sur un modèle eurocentré. Donc voilà, j'avais pas mal d'exemples, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc on voit qu'on attend, à travers ces modes de représentation, des processus de déshumanisation, de dévalorisation des femmes noires quand elles sont représentées, ce qui n'est déjà pas la majorité des cas. Et ce qui m'intéresse, parce que souvent, quand je dis que j'étudie les séries, les films, on me dit non, c'est de la fiction, c'est pour se distraire, ça n'a pas d'impact sur la société. Petit fait amusant que j'ai découvert en préparant cette table ronde, Moya Bailey, qui a inventé, qui a forgé le terme de misogynie noire, elle se destinait à la médecine. Elle allait faire des études de médecine. Et elle a découvert les Women's Studies aux États-Unis, et finalement, elle a fait une thèse qui montre comment les représentations médiatiques des personnes racisées, et notamment des femmes noires, ont des effets et induisent des biais sur les comportements des étudiants en médecine. Donc, on se rend compte que les représentations médiatiques façonnent nos imaginaires depuis notre prime enfance et tout au long de la vie, et vont induire des biais qui ont des effets très concrets sur les vies des personnes concernées, que ce soit sur le point de vue médical, du point de vue professionnel, du point de vue relationnel, amoureux, tout ce que vous voulez. Donc, on comprend le rôle que jouent les médias, les représentations médiatiques dans ces discriminations. Alors, peut-être très vite, puisque ça va être abordé par d'autres personnes aussi, mais l'autre pan de mes recherches concerne les féminismes en ligne, puisque je suis masquée dans des théories de l'espace public où je dis tout le monde n'a pas voix au chapitre de manière égale dans les grands médias traditionnels, mais d'autres chercheurs et chercheuses, notamment après Habermas, dont je vous parlais au début, ont théorisé le fait qu'il pouvait exister des espaces médiatiques alternatifs aux grands médias hégémoniques traditionnels, et des voix vont pouvoir naître et circuler, se faire entendre dans ce que la chercheuse américaine Nancy Fraser appelle des espaces pour les contre-publics subalternes. Dernier mot un peu jargonnant, mais tout ça pour dire qu'on a pu avoir de tout temps, enfin depuis la naissance des médias, des médias alternatifs, des lieux contre-culturels, des espaces où les voix minorisées pouvaient s'exprimer et toucher leurs égaux, leurs pairs, etc. Internet, la massification d'Internet, ça a permis de se dire que ça y est, finalement, le plafond entre les espaces médiatiques professionnels et puis la parole profane avait disparu. Alors, c'est évidemment pas le cas, mais en tout cas, Internet a permis de servir de caisse de résonance à des idées, des notions, des revendications, des explications pédagogiques de personnes qui ont été durablement minorisées. Et Internet a permis l'avènement des féminismes de quatrième vague, et l'un des pans, l'une des parties de ces féminismes, ce sont ce qu'on appelle les afroféminismes ou les héritages du black feminism contemporain. Donc on a pu observer depuis l'avènement de cette quatrième vague, autour des années 2010 et jusqu'à maintenant, des expressions de personnes qui ne sont pas forcément militantes dans des collectifs, ça peut être le cas comme avec le collectif Moissy, mais pas forcément, des personnes qui ont pu
mettre un agenda mettre en lumière en tout cas des problématiques spécifiques à la misogynie noire et aux discriminations vécues par les femmes noires. Et alors ça recouvre tout un tas de problématiques, je le dis, liées au travail, aux discriminations capillaires par exemple, aux discriminations dans la vie amoureuse, au rejet, en fait. J'en passe évidemment, mais la santé, enfin, tout ce dont on va parler ce soir, mais tout ça, ça a pu être quand même porté à la connaissance d'un plus grand public grâce à l'avènement d'Internet. Et ça a permis de visibiliser des problématiques spécifiques. Et ces revendications ont pu avoir une résonance à la fois dans les espaces médiatiques, entre guillemets, légitimes, mais aussi parfois dans les espaces politiques. Donc, je parlais tout à l'heure avec Iman et Christelle du fait que dans différents pays, j'avais vu pour les États-Unis, et apparemment c'est le cas en France aussi, il y a désormais des lois anti-discrimination capillaire dans les milieux professionnels. C'est très probablement lié à la visibilisation de ces problématiques en ligne par des personnes qui n'avaient pas forcément d'autres tribunes avant pour en parler. Bon, le numérique, c'est à double tranchant, on va reparler du cyberharcèlement, je pense, tout à l'heure, mais en tout cas, mon propos, c'était de montrer les enjeux liés aux espaces publics, aux espaces médiatiques, qu'ils soient fictionnels, d'actualité ou numériques, pour s'emparer de ces questions. Merci. Initialement, on est effectivement un petit collectif qui sommes là depuis août, suite à un hashtag qu'on a lancé anti-HSM, qui signifie anti-harcèlement sexuel misogyne noire. Et ce hashtag a eu lieu vraiment, a vu le jour vraiment d'un coup comme ça, c'est-à-dire qu'on avait tout été plus ou moins cyberharcelés dans un groupe de copines, et on s'est dit que c'était plus possible en fait sur Twitter. Et on a lancé ce hashtag qui a eu énormément de soutien et énormément de témoignages. Et puis après, tout s'est vite accéléré et maintenant on est là. Principalement, nous on axe vraiment nos missions sur l'éducation. Parce qu'on voit que toutes les filles noires savent ce que c'est la misogynie noire, mais les autres ne savent pas. On voit qu'on est toutes victimes plus ou moins de la même chose. Et on voit aussi que quand on va dans les écoles parler de misogynie noire, on sent un peu un élan de soulagement, c'est-à-dire que les petites filles sont contentes qu'on les comprenne. Et il y a toujours cette notion d'invisibilisation des femmes noires dans l'espace public. On constate, désolée. Alors moi c'est Claudia, cofondatrice aussi du collectif HSM. Et du coup, comme Chloé disait, il y a une sorte de soulagement chez les jeunes filles, mais aussi on constate des agresseurs de plus en plus jeunes, un masculinisme de plus en plus jeune et de plus en plus accessible, lié sûrement à la montée de l'extrême droite. Mais du coup, on se focalise sur l'éducation et la sensibilisation, non seulement des personnes qui reçoivent des plaintes, mais aussi des personnes qui accompagnent les jeunes quotidiennement, que ce soit les professeurs, les surveillants, les adultes référents. Et on veut en fait une prise au sérieux de la misogynie noire, de la cyber-misogynie noire, parce qu'en fait on a ce problème en fait d'être confronté à des discours du type oui mais c'est que sur internet, donc tu es tout ton téléphone et on passe à autre chose, alors que non, il y a un vécu derrière, il y a des vraies personnes derrière ces écrans-là et des conséquences qui sont bel et bien réelles. La misogynie noire, c'est un quotidien de violence, c'est une invisibilisation de nos douleurs, c'est une manière en fait de constamment silencer les femmes noires et aussi de militantes noires du coup qui en parlent. Du coup, on voulait vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte un peu de ce dont on parle. Donc, selon la dernière étude d'Amnesty International, on a 84% de risque de plus que les femmes blanches d'être citées dans les tweets injurieux et problématiques. Et un tweet sur 10 mentionnant des femmes noires d'un caractère violent et problématique, comparé à un tweet sur 15 pour des femmes blanches. Donc, on est vraiment sur quelque chose de systémique et en tant qu'on peut parler d'expérience, le Twitter français est connu pour être le plus misogynoire du monde. C'est-à-dire qu'on a développé des mécanismes de défense entre femmes noires. Quand on voit une femme noire jolie, on ne le cite pas. Parce que si on cite ce tweet, on sait qu'il va apparaître dans le Twitter français et elle va se faire insulter. Et on est connu à l'international pour ce genre de choses. Donc on peut parler de pourquoi. Est-ce que c'est parce que du coup en France, on choisit de ne pas voir les couleurs? Et on veut aussi parler du manque de représentation. On a déjà un peu évoqué les prémices.
Mais le manque de représentation aussi, c'est aussi pour la raison pour laquelle les femmes ne s'engagent pas. Parce que, on se sent vraiment rejeté de toutes les luttes féministes de manière générale. Et même nous qui sommes dans des collectifs, on sent très souvent qu'on n'est pas à notre place. Ou bien quand on a notre place, c'est parce qu'on est là pour colorer l'affiche. Donc voilà, clairement, c'est comme ça qu'on voit les choses et c'est comme ça qu'on le ressent. Et du coup, c'est très bien qu'il y ait cette conférence-là parce que on lutte un peu clairement contre l'invisibilisation des femmes noires et on est clairement dans un début de représentation. Oui, parce que on voit il y a plein de féministes en France qui crient tout un peu un féminisme intersectionnel, mais où sont les femmes noires? Est-ce qu'on leur laisse la parole? Est-ce qu'on leur tend le micro? Est-ce qu'on leur permet de parler de leur souffrance et de leur douleur sans que les regards soient détournés? Parce que oui, on est noir et on existe en France. On a constaté en fait qu'il y avait une sorte de volonté de mort sociale en fait sur les femmes, notamment les femmes noires sur Internet. En privant notre existence, on ne peut pas parler, on ne peut pas poster nos photos, on ne peut pas vivre sans que notre existence soit un débat. Un débat sur nos cheveux, un débat sur notre maquillage, sur notre façon de parler, sur notre façon de se tenir. On est juste en fait toujours au cœur en fait d'une problématique, d'un problème, d'un débat. Notre existence, le fait de vivre, de respirer, pose problème, et même sur Internet, qui est une extension de l'espace public. Je suis militante depuis 2014, c'est long, parce que en fait, bien avant d'être étudiante, j'étais militante sur le CPE, le contre-premier embauche, je suis militante depuis des années en fait de point de vue politique, et la santé parce que c'est quelque chose qui m'a touchée, affectée, dans le parcours PMA très très long, victime en fait à la fois de sexisme et de racisme en fait. Et voilà, c'est pour ça que je me suis engagée là-dessus. Et dans cet engagement, en fait, j'ai vu qu'on était des personnes afrodescendantes, parce que moi je parle à la fois dans ce combat des femmes et des hommes noirs, en fait. Même si après, derrière, j'étais aussi épuisée parce que les hommes noirs ne prenaient pas leur rôle. Donc du coup, en fait, j'ai demandé aux hommes noirs de gérer leurs problématiques aussi, en matière d'infertilité, et je me suis focalisée après, derrière, sur les femmes noires. Dans ce manque de visibilité, c'est des phrases en fait qui ont été, puisque j'ai fait une étude notamment en 2017 sur comment elles sont prises en charge, les femmes noires, notamment du point de vue de la santé, dans le cas de la PMA et de manière beaucoup plus large en fait. Le cas de la PMA par exemple, c'était de ne pas être écoutée sur les problématiques en fait qu'elles remontaient en fait dans le parcours de PMA. Et parfois, les mauvais diagnostics, la visite tardive, on a parlé d'hypersexualisation. Une personne qui a l'endométriose, on lui prescrit les médicaments contre la chlamydia, par exemple. Voilà, donc du coup, oui. Et après, donc j'avais beaucoup de femmes qui venaient vers moi, qui me disaient, et du coup, je me suis finalement fait ce que beaucoup de femmes noires font aux États-Unis, les femmes afro-états-uniennes, en fait, c'est-à-dire qu'elles commencent à être acteurs de leur propre santé. Donc je lisais beaucoup d'études, de recherches scientifiques, notamment sur les recherches qui ont été faites sur les personnes noires, en fait, que je publie sur le site Pitassa, le blog, que je traduis en français pour pouvoir accompagner les personnes, en fait, s'il y avait des questions, notamment sur leur santé. Ou finalement, je devenais médecin sans même le vouloir, parce que voilà, à force de lire, effectivement, les femmes venaient vers moi, je disais, regarde, va dans tel, j'orientais vers tel, en tout cas, tel centre, en fait, centre pour l'endométriose, va là-bas, voilà. Il manque, par exemple, les recherches aujourd'hui, notamment sur les problématiques des personnes noires. Je prends l'exemple, par exemple, pour la Californie. La Californie, c'est en 2004 les facteurs de risque parce que les femmes noires sont plus exposées, qui ont plus de fibromes. Et les cas, elles vivent plus violemment, en fait, en tout cas, les désagréments des fibromes tout au long de leur vie. J'ai été en colère aussi parce que j'ai travaillé avec le groupe en fait, Endo-France. En fait, j'ai été en colère parce que on a mis l'endométriose pour la aider, notamment, mais les fibromes ne sont pas là en fait. On se bat pour tout le monde en fait, en tant que femme noire. Donc, à la fois, toutes les femmes doivent être représentées et les femmes noires sont toujours illégaux sur ce plan, surtout que elles sont dès le plus jeune âge en fait. Moi, j'ai une nécrobiose des fibromes à l'âge de 18 ans. J'ai vécu le syndrome méditerranéen par rapport à ça, parce qu'on m'a appelé la police sur moi quand j'étais aux urgences à l'intercommunal de Créteil. Heureusement, j'étais en troupe à l'époque avec un homme blanc qui a dit si elle se met à crier, c'est qu'elle a vraiment mal. Donc voilà, c'est vraiment les situations qui sont vécues par beaucoup de femmes noires, notamment parce qu'on sous-estime leur douleur.
Moi, je prends l'exemple d'une fibroscopie où j'ai dit j'ai des douleurs. Mais elles n'ont pas écouté ça. J'ai dû pincer l'infirmière, mais vraiment violemment, pour qu'elle arrête, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté de nier la douleur des personnes noires, en fait, de se la sous-estimer, de ne pas écouter. Donc aussi, suite à ça, en fait, je suis allée vraiment beaucoup plus large dans la santé reproductive et également aussi les violences obstétricales. Les femmes ont remonté également aussi, les femmes noires, de ne pas être écoutées, nier leur humanité, ça revenait souvent, nier leur possibilité de parentalité aussi, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas incompétentes, elles ne savaient pas s'occuper des enfants. Et finalement, avec un groupe, en fait, racisme politique, en fait, c'est de dire que les personnes noires doivent vraiment être aussi accompagnées, ne n'aillent plus seules dans les rendez-vous médicaux, pour qu'il y ait une personne qui puisse la défendre. Lorsqu'on est vulnérable, en tant que personne, on est bien malade, on est vulnérable. Et là, on n'a pas souvent l'énergie, la force pour lutter. Le fait d'être accompagné avec quelqu'un, c'est quelque chose qui permet déjà de soulager la personne malade, en fait. Et c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, en 2021, qui ont remarqué que les morts, en fait, en couche, étaient moins dans violence obstétricale lorsqu'une personne noire est accompagnée par quelqu'un. En fait, c'est ça. Et ça, ces études-là, par exemple, ne sont pas présentes en France. Je prends l'exemple, le manque de recherche, notamment sur la santé. C'est vraiment un sujet sur lequel je suis en colère parce que, en fait, on participe tous à la société, on est très actifs, notamment du point de vue des impôts, du point de vue, mais on n'est pas considéré. La drépanocytose, par exemple, les recherches sont très moindres, en fait, là-dessus. On va parler du don du sang. Moi, je ne peux pas donner mon sang alors que je suis donneur universel au moins, parce que j'ai eu un paludisme. Donc, il y a beaucoup de colère comme ça, enfin, vraiment, que moi j'ai en matière de la santé. Le Covid, par exemple, je prends l'exemple du Covid aussi. Ces questions-là, sur le Covid, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis pour montrer pourquoi il y a plein de décès, beaucoup plus de décès sur la population noire. Parce que le taux d'oxygène, en fait, l'appareil qui permet de mesurer le taux de saturation d'O2 n'est pas calibré pour les personnes noires. Et ma cousine a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'elle avait une insuffisance respiratoire, elle a demandé de rentrer chez elle. Et là, j'ai dû appeler son mari, j'ai dit non, parce que je connaissais l'étude, j'ai dit non, repars avec elle aux urgences, en fait, et tu leur dis qu'elle est noire, qu'il y a des études qui ont dit que le taux de saturation d'oxygène n'est pas adapté pour les personnes noires. J'ai dit, insiste, heureusement, elle a fait la radio, sinon ma cousine aurait pu décéder. Donc voilà les situations comme ça où, en matière de santé, les femmes sont invisibilisées. Et pour revenir aussi sur l'espace médiatique, les discours, on va parler du discours de Nicolas Sarkozy qui dit que le réchauffement climatique lors de l'université d'été c'était au Maroc, voilà, l'université était au Maroc, qui dit le problème du réchauffement climatique, c'est la fécondité des femmes noires. Ou M. Macron qui dit en fait le problème, c'est si on ne peut pas parler de développement d'un continent, donc on a 7 à 8% de femmes. Et ça, c'est des chiffres que les personnes dans les biais même racistes, ils l'intègrent en fait, et même les médecins l'intègrent. Vous faites bien beaucoup d'enfants, enfin, c'est vraiment ces questions-là. Donc, dans l'espace médiatique, revient finalement aussi dans la prise en charge aussi des patients non, parce qu'on va dire, elle n'a pas de problème de fertilité, alors que la population qui a le plus de problèmes de fertilité, c'est les populations noires. Parce que c'est lié à la condition sociale, difficulté de logement, difficulté notamment parce qu'elles retardent plus souvent l'accès aux soins, parce qu'elles ont peur de ne pas être écoutées. Elles retardent l'accès aux soins parce qu'on va mal les diagnostiquer. En fait, toutes ces questions-là, en fait, vont venir effectivement avoir un impact sur la santé, la fertilité des femmes noires. Et en général, une santé reproductive défaillante, ça veut dire déjà qu'il y avait d'autres problèmes déjà de santé. En fait, qu'on ne s'occupait pas de la santé de manière globale. En fait, c'est ça. Donc vraiment, moi, c'était vraiment ça pour dire que l'intégration de la misogynie noire, en fait, à la fois le tone policy, le gaslighting, vont intégrer dans tout le parcours de soins des personnes noires. Et après, également pour les hommes noirs. Mais voilà, donc c'est vraiment, après, derrière, je me suis occupée principalement des femmes noires, donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous parler sur la partie santé. Donc voilà. Donc moi, je vais me concentrer sur la représentation des femmes noires dans les médias et surtout dans les médias plutôt culturels, puisque je suis journaliste culture et donc tous les exemples vont partir de... Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'être une femme noire médiatisée, c'est un parcours du combattant en France. Pourquoi ? Parce que la misogynie noire est comme... il y a comme une espèce de propagande à la misogynie noire dans les médias mainstream en France. Donc ça commence par des petites choses, donc par exemple confondre deux artistes sur une photo,
Voilà, si on parle de Tina Turner, on va mettre une photo d'Aretha Franklin à la place. Ça passe aussi par toujours représenter les femmes noires, les artistes noirs, alors les femmes noires médiatisées, en mettant des photos d'elles où elles sont soit pas très avantagées, ou alors elles ont l'air très en colère, ou alors elles ont des poses assez passives, etc. Et pour vous montrer ça, je vais prendre deux exemples, deux personnalités. Donc la première, c'est Aya Nakamura, qui est passée par plusieurs phases justement dans la presse française. Donc la première phase, ça a d'abord été l'invisibilisation. Aya Nakamura a explosé en 2018 avec son tube Jaja, et pendant très 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 longtemps, soit la presse n'en parlait pas, soit la presse en parlait comme un phénomène de foire. C'est-à-dire, là, c'est une petite femme noire de banlieue parisienne qui parle pas très bien, qui invente des mots, etc. Donc, il y avait aussi un esprit de classe, en plus du racisme et de la misogynie noire. Et donc, l'invisibilisation, était telle qu'il a fallu attendre qu'il y ait une couverture médiatique à l'international, donc principalement aux États-Unis, de la part de médias culturels très pointus, pour qu'en France, on commence à s'y atteler. Mais c'était toujours en couvrant ces phrases, entre guillemets, ces problèmes, voilà, ces petites phrases, les petites piques qu'elle pouvait envoyer à droite à gauche. Ensuite, les médias institutionnels se sont dit qu'il fallait arrêter de l'ignorer, mais qu'il fallait la couvrir, et c'était toujours en la prenant comme un phénomène de foire, voilà, en créant des espèces de dictionnaires pour expliquer que veut dire tel mot, que veut dire tel mot, alors que ces mots sont parlés dans les quartiers populaires en France. Et puis il y avait toujours un traitement assez moqueur de sa personne, de son corps notamment, et le fait qu'elle soit foncée de peau n'y était pas pour rien, parce qu'il y avait aussi la notion de colorisme à ajouter dedans. Voilà, je vais prendre par exemple un article du journal Fakir, un journal qui est censé être caricatural, mais quand même le titre de l'article c'était « Je déteste Aya Nakamura », avec par exemple des comparaisons, elle a été comparée à une actrice pornographique, voilà, on parlait d'elle comme d'une cervelle de moineau, en disant qu'elle était une langue de pute, etc. Je cite, ce sont des vrais exemples. Et ça a continué pendant des années, jusqu'à la polémique autour des JO, quand Emmanuel Macron a annoncé qu'elle allait potentiellement faire partie de la cérémonie d'ouverture. Bien évidemment, il n'a donné aucun autre nom d'artiste. Voilà, il n'a pas parlé de Juliette Armanet, il n'a pas parlé de Céline Dion, il a parlé d'Aya Nakamura, qui a été jetée en pâture comme un petit jouet, histoire que tout le monde ensuite puisse s'amuser avec. Et en fait, les médias, au lieu de prendre le problème, entre guillemets, et de traiter justement le racisme de l'extrême droite, de la droite, et pas que de la droite, les médias ont décidé de prendre le sujet et d'orchestrer une campagne de harcèlement médiatique, tout simplement. En parlant à longueur de journée sur les plateaux de télévision, avec des éditoriaux, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas représenter la France sans jamais dire le mot raciste, sans jamais dire que c'est une femme noire, etc. Voilà, tout ça pour alimenter une espèce de jeu, faire en sorte de provoquer des séquences, de créer des séquences, etc. pour que ça devienne viral, et puis inviter toujours encore plus les personnalités d'extrême droite sur leur plateau, dans leurs colonnes de journaux, etc. Voilà, ça c'est le cas Aya Nakamura. Et le second cas qui est un peu plus récent, c'est Ebony, qui était une candidate de la Star Academy. Donc Ebony, elle a subi un harcèlement justement sur les réseaux sociaux, pour le coup, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et en fait, TF1, qui est donc la première chaîne d'Europe et qui se revendique comme étant une chaîne très familiale, voilà, qui a produit Star Academy de telle manière à ce que ce soit la bienveillance qui soit mise en avant, n'a absolument pas protégé cette candidate. C'est-à-dire que pendant des semaines, voire des mois, Ebony était victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, mais aussi bien évidemment dans certains médias d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y avait des montages d'elle voilà, qui étaient représentés comme un singe, elle était insultée à longueur de journée par des personnes qui avaient plus de 40 ans, voire même plus de 50 ans, et il a fallu attendre plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois, pour que TF1 daigne enfin
écrire un communiqué pour dénoncer ce qui se passait, mais quand on lit bien le communiqué, à aucun moment le mot misogynoir, bien évidemment décidé, ne met pas le mot racisme. C'est-à-dire que TF1 parle de haine. Et le fait que TF1 soit une chaîne médiatique qui parle de haine ne veut pas citer le racisme. Et à partir de là, certains médias ont commencé justement à se poser des questions, mais que se passe-t-il dans cette émission pour que même TF1 puisse écrire un tel communiqué. Donc, des médias qui jusque-là n'avaient jamais évoqué la misogynie, on commence à en parler. Donc, Mediapart a écrit un article, elle aussi, même France Info, etc. La télévision, non, parce qu'il ne faut pas trop leur en demander. Mais il commençait à y avoir une espèce de marronnier. Mais le problème, c'est que la misogynie a été présentée comme un phénomène tout nouveau en France, alors que ce n'est pas le cas. La misogynie est présente depuis toujours pour n'importe quelle personnalité femme noire médiatisée en France. Il y a quelques années, par exemple, il y a la figure de Pépita qui était dans je ne sais plus quel jeu très connu, je pense. Voilà. Donc l'émission Quotidien, c'était les prises d'un petit traitement antiraciste et a ressorti des images de Pépita de l'époque, où on voit que Pépita est très hypersexualisée, voilà, toujours décrite en utilisant des mots très animalisés, donc féline, panthère, voilà la requête habituelle. Pépita, elle a été victime de misogynie dans les médias. Aïssa Maïga, l'actrice, a été victime de misogynie. Daniel Obono, vous avez été victime de misogynie. En fait, chaque femme noire médiatisée, est victime de misogynie tout le temps. Voilà, c'est pour ça qu'être une femme noire, c'est un parcours du combattant dans les médias français. Et pourquoi? Parce que c'est une raison assez simple. Dans la presse française, certes, il y a beaucoup de journalistes noirs. À la Joie, par exemple, on est plus de 200 membres et on est beaucoup de femmes noires. Et le fait est qu'il y a très peu de femmes noires qui sont en position de pouvoir dans les rédactions pour pouvoir retenir certains médias ou certaines publications d'écrire des choses misogynoires, de créer des reportages misogynoires, etc. Donc ce n'est pas possible de l'intérieur de pouvoir faire en sorte que les choses avancent, ou alors que la misogynoire qui est quasiment institutionnalisée dans les médias s'arrête. Voilà. Et donc, forcément, la misogynoire est partout. Dès qu'une femme noire commence à éclore dans l'espace médiatique, c'est une cible. C'est toujours une cible de choix, sauf quand elle représente la bonne femme noire, c'est-à-dire la femme noire qui s'excuse presque d'être noire, la femme noire qui va justement à contre-courant des idées antiracistes, etc. Et comme exemple, on peut prendre Christine Kelly, qui est sur CNews et qui est la première défenseur des Zemmour. Voilà.